Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, place à notre grand angle. C'est la semaine de la langue française et c'est une date importante pour la poésie. Le 17 mars 1916, très exactement, il y a 100 ans, jour pour jour, à 16 heures pour être très précis, Guillaume Apollinaire, engagé volontaire dans l'armée française, reçoit un éclat d'obus dans la tête dans une tranchée de première ligne à Verdun. Les obus jouaient à pigeon-vol, relatent les 24 heures qui précèdent ce drame. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de ce roman, Les obus jouaient à pigeon-vol. C'est aux éditions Bruno Doucet. Racontez-nous ce moment, ce qui se passe il y a 100 ans, jour pour jour. Il est quoi? Il est 18h32 à Paris, à 16h précises. Que se passe-t-il à Verdun? Alors il se passe un événement extraordinaire dans sa beauté, qui, si je l'avais inventé pour les besoins de la fiction, on m'aurait peut-être accusé d'exagération ou de mysticisme presque. C'est la blessure dans la tranchée d'un des plus grands poètes modernes, poète du début du XXe siècle, Guillaume Apollinaire. Un acte poétique en soi, en fait. Un éclat d'obus va le toucher à la tempe, alors qu'il est en train de lire, en plus, une revue littéraire, le Mercure de France, et il va être blessé. Cette blessure, qui est assez spectaculaire, dramatique en soi, est un immense tournant pour la poésie, pour la littérature, pour tout l'art moderne. Car le cubisme, le dadaïsme, le surréalisme, qui germent à cette époque-là, vont recevoir la gifle de la guerre. Et Apollinaire, le poète jeté dans la boue, dans la tranchée au milieu des poilus, va jeter avec lui la poésie, la langue française, et il va en ressortir en 1916, 17 et 18, complètement changé, complètement moderne. Et donc c'est un moment historique, c'est le but du livre, c'est-à-dire de comparer un moment très personnel, poétique, avec un moment de la grande histoire. Alors vous l'avez dit, Raphaël Jérusalemi, il lit à ce moment-là Mercure de France, une revue littéraire, et il a noté de sa main un poème qui est publié d'ailleurs dans cette revue. Il se trouve que cet exemplaire a été récemment retrouvé et ça fournit une des trames de votre roman. C'est même la trame. Alors, comme c'est un roman qui mélange la fiction et l'histoire, cette revue, en vérité, n'existe pas. Je l'ai inventée. J'ai imaginé, effectivement, Apollinaire annotant cette revue juste avant d'être blessé, puis cette revue s'envolant, traversant les frontières, traversant le temps, s'envolant du côté allemand, étant retrouvé donc récemment chez un libraire d'anciens à Munich ou en Bavière. Et en fait, là, je ne dévoile pas, mais c'est le summum du livre, c'est-à-dire ce qui va advenir de cette revue juste après l'éclat d'obus, c'est le geste poétique absolu d'Apollinaire. C'est un moment de sublimité poétique. Alors, votre livre retrace les 24 heures qui précèdent cet événement. En fait, c'est un compte à rebours. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette manière, ce compte à rebours? Alors, j'ai voulu condenser, j'ai voulu éviter d'abord le côté analytique, littéraire, le côté documentaire aussi. Je ne parle pas trop de la guerre, évidemment, on y est en plein dedans, mais ce que j'ai voulu, c'est condenser dans un compte à rebours, effectivement, à la fois le drame humain immense qui se déroule dans les tranchées à l'époque de la bataille de Verdun, et l'évolution de l'esprit d'Apollinaire, et montrer la violence des choses, et 24 heures, ça nous dirige vers cet instant de violence où on passe très très vite, et c'est ça qui est extraordinaire dans Apollinaire, de la destruction la plus barbare à la création la plus pure. Et au fait, la question se pose, nos téléspectatrices et nos téléspectateurs doivent se la poser, Raphaël Jérusalemi, comment un poète, désormais célèbre bien entendu, comment il se retrouve à ce moment-là à faire la guerre? Alors, il y a pas mal de raisons. Une raison, puisqu'on parle beaucoup des migrants aujourd'hui, eh bien, la solution en 1914-1915 pour les migrants, c'était de s'engager dans l'armée, car si vous vous engagiez dans l'armée et que vous n'étiez pas français, vous le deveniez automatiquement. Or, Apollinaire, Guillaume de Kostrovitsky, donc n'étant pas français, a probablement eu ce calcul, cet intérêt d'être naturalisé. Il est effectivement naturalisé lorsqu'il s'engage, mais ce n'est pas seulement ça. D'une part, il croyait vraiment à la cause, c'est-à-dire défendre la France contre ce monstre, ce géant de l'Empire austro-hongrois qui menaçait les libertés françaises, les valeurs françaises dont on parle d'ailleurs aujourd'hui. Donc, il y croyait vraiment. Mais en plus, il y avait un petit côté provocateur par rapport à ses copains, Picasso, Cocteau, se mettent dans l'armée, j'y vais quand même. Et en plus, il aimait ça. Il l'avoue d'ailleurs. Donc, il aimait les choses militaires. Mais enfin, c'était aussi une provoque. Personnage fantasque aussi, avec comme surnom Cointreau
Whisky. Alors ça c'est vrai, ce sont ces hommes qui l'ont appelé Cointreau Whisky. En fait, donner des surnoms, c'était commun dans la tranchée, parce que dire les vrais noms, ça portait la poisse. Ouais. C'était les noms qu'on mettait sur les tombes. Et donc les hommes évitaient de s'appeler par leur nom, mais lorsque les poilus du cru voient arriver Guillaume de Kostrowitzki, dur à prononcer, ils retiennent que le Witzki à la fin. Ouais. Et comme le sous-lieutenant Kostrowitzki aimait bien picoler, ça c'est connu, Apollinaire aimait bien son petit coup, ouais. Ils l'ont appelé véridiquement donc Cointreau Whisky. Vous avez d'entrée au cours de cet entretien, Raphaël Jérusalemi, rappelé l'importance de ce poète dans le monde de la littérature. Cette littérature, c'est en effet un poète charnière. C'est lui d'ailleurs qui invente le mot même surréaliste. Je dis, c'est la semaine de la langue française. Il conçoit la poésie comme un combat, comme une avant-garde. Il est le premier des grands poètes du XXe siècle combattants, dont l'un des plus célèbres est Garcia Lorca en Espagne. Mais de tous ceux qui, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, tous les poètes défendent une cause. Il y a beaucoup de poètes dans le monde qui sont dans des pays dictatoriaux ouais. Et qui se battent, que ce soit en Chine, en Iran ou ailleurs. Vous avez des poètes qui prennent vraiment des risques. Or, ça, c'est avec Apollinaire que ça démarre. Avant cela, vous aviez des poètes très respectés, même Verlaine, même Rimbaud. Le vrai poète qui descend dans la rue au combat, ça commence avec Apollinaire. Alors, je vais lire un extrait, page 161. « La guerre même a augmenté le pouvoir que la poésie exerce sur moi, et c'est grâce à l'une et l'autre que le ciel désormais se confond avec ma tête étoilée. » Vous-même, vous avez une expérience militaire, Raphaël Jérusalemi, dans l'armée israélienne. Vous êtes normalien, vous êtes aujourd'hui négociant en livres à Tel Aviv. Quel lien feriez-vous entre la chose militaire et la littérature ? Alors, c'est très simple. Ici, en Europe, il y a presque une contradiction à être un intellectuel ou un artiste et être dans l'armée. Malheureusement, dans mon pays, tout le monde va à l'armée. C'est un petit peu, d'ailleurs, le cas des poilus, puisque Braque, Aragon, Charles Péguy ont été conscrits. Mais donc en Israël, tout le monde fait le service militaire et les écrivains d'aujourd'hui, même les plus à gauche, comme David Grossman ou Amos Oz, ont fait l'armée. Ça fait partie de leur parcours, malheureusement, de vie. Mais d'une autre manière, comme l'Apollinaire l'a expérimenté, on peut très bien créer à l'armée, et peut-être parfois plus, parce qu'il y a des énergies complètement différentes. Et la poésie, d'ailleurs, jetée dans la tranchée, on l'a vu, ressort aussi différente et très très forte. Le 17 mars 1916, il y a 100 ans, jour pour jour, page 81, compte à rebours, impact, moins 11 heures. Je vais vous demander de lire un extrait, Raphaël Jérusalemi, merci, si vous le voulez bien. Aujourd'hui est un grand jour. La poésie va se lever et prendre les armes. Elle entassera des sacs de sable, elle graissera les fusils, elle ramassera les morts, leur enlèvera leurs chaussures. Elle n'aura pas peur d'aller au front aujourd'hui, ni de monter demain aux barricades, de lancer des pavés, de tirer, de mener l'assaut des avant-gardes et des révolutions, de lancer des mots d'ordre, des mots partisans, des mots qui s'insurgent. La première ligne de tous les combats, n'est-ce pas à elle qu'il revient de l'écrire? Et pour ça, il faut bien qu'elle s'engage, qu'elle se porte volontaire, qu'elle mérite ses galons. Comment autrement mériter la confiance de Père Ubu, de Trouille Bleue, et faire sortir le caporal Dontact de l'ornière? Et oui, mon caporal, votre chef de section écrit des vers. Il faut bien qu'il soit blessé à la tête et qu'il voit 36 étoiles. Ça, c'est du Jérusalemi, c'est pas du Guillaume Apollinaire. Qu'est-ce que représente ce poète pour vous ? Pour moi, il représente les poètes qui puisent dans un vécu par rapport aux poètes qui puisent dans des mots ou dans du langage. Par exemple, Rimbaud, Verlaine ont expérimenté avec la langue, ont recherché des expressions nouvelles, des mots nouveaux, des rythmes nouveaux, mais ils n'ont pas vraiment puisé dans un vécu et dans un humain, alors qu'Apollinaire, qui n'était pas moins aventurier que dans l'art, a d'abord puisé dans le vécu, puisé dans les humains, même dans ses poilus, lesquels n'ont jamais lu d'ailleurs ses poèmes. Mais lui s'est inspiré d'eux et de leur humanité et de leur résilience face à l'horreur de cette guerre. C'est ce qui manque, selon vous, aujourd'hui, aux poètes contemporains, notamment dans le monde francophone, ou en tout cas, par exemple, en France, pays que vous connaissez bien? Non, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, non, je pense qu'aujourd'hui, justement, héritier d'Apollinaire, les poètes d'aujourd'hui considèrent, pour les trois quarts, il y a bien sûr des poètes très abstraits, mais dans l'ensemble, le poète considère qu'il a un rôle dans la société, qui nous aide à vivre notre modernité, dans certains cas à confronter le système. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un poète qui se borne à l'art pour l'art, à la simple beauté du langage. Il y a toujours une cause à défendre, la nature, la planète, les enfants qui meurent de faim. Raconter l'exil aussi, vous parlez des migrants en ce moment, par exemple. Raconter l'exil, par exemple, beaucoup de poètes le font en ce moment avec les migrants. Bien sûr, bien sûr. J'ai rencontré cette semaine, grâce aux éditions Bruno Doucet, des poètes qui viennent de pays
où effectivement ils risquent leur vie en écrivant des poésies, ce qui est absolument incroyable. Ouais. Je suis pas sûr que j'aurais ce courage. Je vais vous reprendre le livre juste pour lire quelque chose, mais le temps de vous demander, votre rapport à la poésie, quel est-il? À la langue française plutôt, pardon. À la langue française. Alors on me demande souvent effectivement pourquoi... Puisque vous parlez hébreu, bien entendu. Pourquoi je continue à écrire en français? Ma réponse est un peu simple mais véridique. Quand on a la chance d'avoir le français comme langue pour écrire, il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est la plus belle des langues, la plus riche pour l'écriture. Et en Israël, pays francophone et francophile, comment se porte-t-elle cette langue? Mais très bien, parce qu'il y a beaucoup de francophones, vous savez qu'Israël est un creuset de beaucoup de pays. Il y a pas mal de francophones qui vivent en Israël, mais il y a aussi énormément de gens qui parlent le français de par la culture. N'oublions pas que jusqu'à pas si longtemps que ça, dans tous les pays arabes, le français était la langue des classes élevées, de la haute bourgeoisie. Les Pour se distinguer, c'est le cas au Liban d'ailleurs, par exemple. C'est le cas au Liban, par exemple. Liban, en effet, c'était l'Égypte aussi, la haute société. Les jeunes parlaient un petit peu le français, comme certains apprennent l'anglais à Oxford. Ouais. La poésie va se lever et prendre les armes. Elle entassera des sacs de sable. Elle graissera les fusils. Elle ramassera les morts, leur enlèvera leurs chaussures. Elle n'aura pas peur, les obus, jouets à pigeons vol, Raphaël Jérusalemi. C'est aux éditions Bruno Doucet. C'est par ces quelques vers de Guillaume Apollinaire que l'on referme cet entretien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Raphaël Jérusalemi.